Monsieur Jawed Selim Alel, bonjour. Bonjour à nos chers amis auditeurs, et toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Alors l'enjeu du digital pour une transformation numérique, c'est devenu aujourd'hui d'un grand enjeu. Pas de développement sans numérique, puisque tout est devenu numérique. Le monde s'est totalement transformé. On parle de la transformation numérique. Monsieur Jawed Selim Alel. J'avais quelques années, auparavant on avait parlé de cette révolution sournoise, silencieuse qui allait toucher tout le monde, celle de la révolution numérique auquel on n'y échappera pas et personne n'y échappera et là, elle est en face de nous. Et je profite de cette situation de remercier Monsieur le Président de la République d'avoir tapé sur la table en disant que le numérique se fera qu'on le veuille ou pas, et ça sera notre enjeu et l'enjeu de notre nation. C'est une musique à notre oreille, nous les professionnels du numérique, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on ne parle de cela. À chaque fois qu'on parlait de cela, en disant non, pas encore, etc., où il y avait une résistance du changement, maintenant on est dans le fait accompli. Donc il y a des choses à faire, et cette révolution numérique, cette transformation digitale nous touchera malgré nous. Si nous on prend pas le virage, on sera en état bouffé par le numérique, isolé complètement, et on sera locataire, ou bien on va louer nos propres données qui seront à l'international, parce que nos données seront à l'international et on va devoir louer à les payer cher pour les récupérer. Alors le numérique, ce n'est pas seulement les plateformes numériques qui sont lancées ici et là, c'est un contenu et des offres de services. En clair, c'est de l'économie. Tout à fait. Alors maintenant, avant on disait économie numérique, économie. Moi je dis tout simplement, c'est une mutation de l'économie. Tout ça fait, parce que l'économie se digitalise, l'économie prend une autre forme, les actes marchands sont toujours les mêmes, sauf qu'ils prennent une façon différente. Vendre en ligne ou vendre en physique, c'est toujours vendre un produit. Et donc, avoir un service, c'est toujours produire un service, mais qu'on le produit en ligne ou en physique, c'est toujours le même service. Mais sauf qu'à la différence, c'est qu'on change de paradigme, on change de prisme aussi. C'est que c'est l'utilisateur ou celui qui est servi devient le centre d'intérêt et non pas celui qui est censé servir. L'exemple des sites marchands aujourd'hui, c'est plus le centre d'intérêt, c'est plus la boutique qu'on y va chez eux, c'est la boutique qui vient chez nous. C'est plus l'administration qu'on va chez elle, c'est elle qui vient chez nous. Et donc cette transformation est très importante. Et cet enjeu-là, l'économie complètement se métamorphose et devient carrément une économie connectée, une économie où l'offre devient abondante et le centre d'intérêt devient l'utilisateur. Alors l'utilisateur, centre d'intérêt, faut-il légiférer en conséquence pour protéger le consommateur ? Tout à fait. Au même titre que du réel, aller vers le virtuel. Tout à fait. La régulation aujourd'hui, les lois doivent protéger les données des personnes. Ça, c'est très important parce que tout le monde protège ses données. Parce qu'il faut croire que l'ensemble des données que nous collectons des individus et aussi des administrations et aussi sont ce qu'on appelle des patrimoines immatériels. À partir du moment où c'est un patrimoine, dont nous devons le sauvegarder, le protéger, le réguler. On ne peut pas utiliser une donnée personnelle pour d'autres objectifs sans qu'on dise l'approbation des autres. C'est comme si on venait chez vous, on s'installait chez vous et on pouvait occuper une de vos pièces en vous disant oui, je suis libre de le faire. Et si on voit les choses d'une manière numérique, tout ce qui se trouve dans le physique se trouve dans le numérique et les mêmes lois doivent régir ça, sauf qu'à la différence, c'est que nous n'avons plus de barrières, nous n'avons plus de frontières et nos données sont exposées à l'international, contrairement à ce qui est physique, où nous avons des protections territoriales, nous avons des droits de passage, nous devons rentrer, donc tout est contrôlé. Sur le numérique, c'est très difficile de le faire, c'est pour ça que nous devons constituer des barrières, des territoires numériques, nous devons mettre en place une réglementation concernant la protection des données et aussi nous devons héberger nos données en local pour ne pas les voir être prises ailleurs. Mais qui doit assurer cette régulation ? Faut-il aller vers la mise en place d'une autorité avec de larges prérogatives ? Alors, oui. Alors, les lois, encore une fois, il y a une autorité qui régule le marché en termes d'opérateur, qui est une autorité dans le cadre économique. Il y a aussi d'autres autorités qui se mettent en place sur tout ce qui est partie cybersécurité, mais ça relève aussi du ministère de la Justice en termes de protection de données, parce qu'aujourd'hui, la justice est garante des lois concernant la protection des individus. Et bien sûr, il y a aussi d'autres autorités qui sont les autorités de sécurité, de sûreté nationale, de gendarmerie, tout ce qui est autorités sont là pour pouvoir protéger le citoyen, ce soit sur
sur la cybersécurité ou bien sur tout ce qui est physique, ce qu'ils le font bien jusqu'à maintenant. Donc il y a aujourd'hui, il y a une autorité qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est une autorité de tout ce qui est cybersécurité qui est en train de se mettre en place. Je pense je ne sais pas si elle est opérationnelle, mais je pense qu'elle va l'être. Et il y a une autorité au niveau de régulation qui permet de pouvoir un peu coordonner ou organiser l'écosystème numérique de telle façon à pouvoir identifier les acteurs majeurs qui puissent aujourd'hui intervenir pour mettre en place ces plateformes numériques. Donc il y a des ministères aussi qui régissent par rapport à ça. Il y a aussi le ministère de la Justice. Donc je pense qu'il y a une combinaison d'autorités qui veillent à ce que cette protection numérique soit mise en place. Mais quand on parle aujourd'hui de cette protection numérique, quand on dit aussi que nos données sont exposées à l'international, on parle de protection, on parle de cybersécurité. Faut-il aussi légiférer en matière de souveraineté numérique? C'est devenu aujourd'hui un impératif, cette question de souveraineté numérique. Alors oui. Alors tout à fait, la souveraineté numérique... Le grand enjeu est à ce niveau. La souveraineté numérique est un sujet d'actualité mondiale, il faut le savoir, ce n'est pas juste à l'Algérie, même en Europe on parle de souveraineté numérique, on parle d'indépendance numérique plus que ça. Certains pays en Europe parlent de la troisième voie numérique, donc il n'est pas une voie aliénée, donc c'est un peu revenir au concept des non-alignés que c'était auparavant, donc c'est un peu le même concept qui se répète en termes de numérique parce qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre, et du coup à partir de là, la stratégie de la souveraineté numérique se décline en plusieurs axes. Parmi les axes, c'est les données. La première des choses. Et les données aujourd'hui, un des trucs majeurs, des trucs usuels. Et les données, c'est de l'argent aujourd'hui. Les données, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine qui se monnaie quand vous hébergez vos plateformes ailleurs gratuitement ou vos courriers électroniques gratuitement. Vous oubliez que c'est vous qui êtes le produit, que vous êtes vendu et revendu autant de fois sans que vous le sachiez. Que vos données sont exploitées, que vous le voyez ou pas. Je ne citerai pas les grands du numérique mondiaux qui, leur stratégie est de pouvoir un peu collecter le maximum de données. Et aujourd'hui, si nous, c'est à charge à nous de pouvoir un peu reprendre tout cela et héberger localement. Bien sûr, il faut des infrastructures, bien sûr, là on en parlera après, et tout ça doit être revu. La première des choses, c'est héberger nos données localement. Ça, c'est important. La deuxième des choses, les outils que nous exploitons par rapport à l'analyse des données ou bien l'automatisation ou mettre à service ces données-là. Ce sont les logiciels, ce sont les plateformes que nous utilisons. Aujourd'hui, les logiciels libres sont un axe de développement de souveraineté, ce qu'a fait beaucoup de pays. La Chine a pris de l'open source, de logiciels libres, un facteur de développement, a développé ses propres plateformes, ses propres applications, qui a fait que maintenant elle est indépendante en termes de logiciels par rapport à ce qui se faisait au niveau des USA. Et ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Et le troisième axe, c'est le développement de la ressource humaine, parce que parmi la souveraineté numérique, c'est que les personnes qui doivent s'occuper de la souveraineté nationale, ce sont les ingénieurs, ce sont les informaticiens, ce sont les gens du métier, ce sont les entreprises au numérique qui doivent être garants de cette souveraineté, doivent aussi être développés, doivent aussi être ancrés dans le pays pour ne pas le voir partir parce qu'ils sont adoubés par l'international, ils sont adoubés par tout le monde. Donc l'axe de la donnée, l'axe des applications et l'axe de la ressource humaine demeurent, et bien sûr il y a l'axe législatif qui est très important, ce sont les quatre axes principaux pour pouvoir aller vers une souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, on parle bien sûr des enjeux pour 2023, avec bien sûr ces guerres qui sont devenues quasiment hybrides. Monsieur Jawad Salim Allel, comment assurer cette souveraineté ou indépendance numérique quand vous avez, par exemple, certaines données qui vous parlent d'empêcher des attaques cyber de devenir des armes militaires? Alors, on le voit avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. Oui. On a l'exemple. Oui, si vous comptez qu'aujourd'hui, en termes de développement de cybersécurité, aujourd'hui, nous devons former le gendarme de demain. Les hackers ne cessent de gagner en compétences et en climat géopolitique. Tout à fait normal. Et je vous donne un exemple très simple qui va illustrer un peu cette chose-là. Donc, pour faire de la cybersécurité, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut des équipements, il faut importer des technologies. Contre les piratages. Oui, et aussi, il faut développer
in-house des plateformes, des logiciels qui permettent aujourd'hui de contrer ces attaques. Donc développer du contenu local. Développer du contenu local. Et aujourd'hui, la compétence algérienne, elle est là, elle est disponible. On a des écoles qui forment des élites. Par contre, ce sont des écoles qui sont la première plateforme d'exportation de ressources humaines, parce que tous les ingénieurs pratiquement qui sortent de ces écoles carrément se retrouvent à l'étranger, 99%, 95%, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les rester, les laisser, les ancrer dans le pays à travers des projets structurants et leur donner cette faculté ou cette chance de développer ces plateformes-là, parce qu'aujourd'hui, on ne peut se protéger que par nous-mêmes. Et donc nos ingénieurs aujourd'hui, ce sont les cybergendarmes de demain, parce que c'est eux qui vont contre-attaquer. Et c'est comme la révolution des années, notre chère révolution, c'était nos jeunes de cette révolution qui ont libéré le pays. Et c'est ça le même principe qu'on doit adopter pour cette cybersécurité. Alors nous avons vu qu'aujourd'hui il y a plusieurs réglementations à travers le monde, bien sûr liées à cette cybersécurité, bien sûr avec l'enjeu du numérique et du digital. Est-ce qu'il faudrait s'en inspirer ou alors développer sa propre législation pour pouvoir se protéger ? Alors, parce que chaque pays a des données un peu spécifiques. Oui, il faut tenir compte du contexte anthropologique, social et culturel de chaque pays, ça c'est clair. Mais il y a des facteurs communs. Il y a des quick wins. Pourquoi réinventer la roue quand certaines choses sont déjà faites ? Il y a des pays dont on pourrait nous inspirer par rapport au modèle mis en place aujourd'hui ? Exactement. Il y a les pays du monde arabe qui ont fait des avancées extraordinaires. Le Qatar, les Émirats. Et on l'a vu avec la Coupe du Monde. Exactement. Pour le Qatar. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on veut s'ouvrir qu'il faut fermer tout. Parce qu'on veut s'ouvrir, donc on ne sait pas comment faire, on veut protéger. À un moment donné, on arrive à tout fermer, la règle de 20-80, parce qu'on a peur de 20% d'attaques qu'on va bloquer 80% des autres. Donc aujourd'hui, réfléchir à ouvrir nos systèmes, s'ouvrir sur la partie, être beaucoup plus technologique. Aussi, il faut réfléchir comment sécuriser tout ça. Et là, il y a l'intelligence artificielle, il y a nos ressources humaines, il y a tout, et on peut combiner des plateformes. Je pense qu'on a de bonnes écoles, on a de bonnes entreprises qui savent le faire, et je pense qu'à un moment donné, il faut le faire confiance et ne pas avoir toujours cette crainte, cette peur, si jamais je fais ça, je vais être attaqué. Non, il faut le faire, il faut développer en même temps, parce que sinon, on n'arrivera toujours pas à aller vers ce banc-là qui est l'ouverture vers la technologie et surtout la transformation digitale de notre pays. Alors, il y a aussi l'autre revers, le premier enjeu de l'inclusion numérique et l'accessibilité aux services numériques. Et ça, c'est important et ça peut engranger énormément d'argent. Écoutez, et on l'a vu, hein ? Oui, ça fait de cela 2 ou 3 ans on disait que la part du numérique au PIB, la part du numérique sur le PIB était de moins de 4%. Et que la moyenne était entre 8 et 12. Et là, je vois que ces 2 dernières années, nous avons beaucoup plus reculé sur la part du 4% au lieu d'aller plus loin, parce que tout l'écosystème numérique en a souffert, on a beaucoup souffert, malgré le Covid qui a fait un bond sur tout ce qui est plateforme numérique, mais de commerce en ligne, etc. Mais les acteurs du numérique ont beaucoup régressé. Et là, si on compare un peu la Chine, dernièrement j'ai eu les informations nécessaires, ils sont à plus de 40% d'apport de numérique sur le PIB. C'est énorme. Le gap est énorme. Si on parle à nos voisins qui sont entre 8 et 12%, c'est énorme. Donc si on gagne juste à 2, 3%, 1% d'objectifs par an, juste 1%, 2%, le nombre d'emplois qu'on créerait, la richesse qu'on mettrait en place, l'ancrage humain, le développement régional, tout ça, le numérique peut apporter beaucoup, parce que dans la création d'emplois, juste le e-commerce, pour chaque e-boutique créée, c'est 3 emplois qu'on crée. C'est un développement, c'est énorme. Le numérique apporte un développement énorme. C'est vrai qu'il y a d'autres métiers qui vont disparaître, mais il y avait d'autres métiers qui vont se créer aussi. Il y a aussi d'autres métiers, pas d'autres métiers, mais d'autres métiers qui existent déjà, qui vont encore se renforcer. Et là, il ne faut jamais voir le côté vide du verre, il faut toujours voir le côté plein du verre. Alors, M. Jawed Selim-Allais, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport justement au développement du contenu. Priorité absolue aujourd'hui, la digitalisation de l'administration pour éradiquer la bureaucratie, supprimer définitivement le papier. Il faut passer par là. On l'a fait pendant le sommet de la Ligue arabe. Il faut continuer sur cette même lancée. L'ennemi numéro 1 de la bureaucratie, c'est la digitalisation.
Et encore une fois, il ne faut pas confondre une bureaucratisation de la digitalisation versus un processus de digitalisation où le facteur humain n'intervient pas. Parce que souvent on confond entre scanner un document et mettre en place un système digital complètement mis en place, ce qu'on appelle les workflow process. Et aujourd'hui, les administrations doivent forcément aller sur un processus numérique où l'intervention humaine est presque zéro. Et qui permet d'avoir ce qu'on appelle une transparence, parce que le fait de vouloir soi-disant protéger des processus ne doit pas être mis en place au détriment de celui qu'on sert plutôt. Et c'est ça qui est très important, parce que la transparence doit être là. Moi, j'ai un problème administratif, j'ai soumis un dossier, je dois tracer l'état de mon dossier, où est-ce qu'il est. Je ne peux pas être dans le flou, je ne peux pas être dans une boîte noire, que ce soit un opérateur économique, que ce soit dans l'administration, c'est impossible. Il faut qu'on émette des systèmes de tracking, il faut qu'on arrive à recentrer que l'administration est là pour fournir des services aux citoyens, et non pas l'inverse, parce que ça devient frustrant à un moment donné. Et donc ça, c'est un processus qui va avoir longtemps. Si on revient juste à l'expérience du ministère de la Justice, le ministère de la Justice cette digitalisation a été faite par des femmes et des hommes qui ont tapé sur la table pour que ce processus se mette en place. Parce que l'être humain... Vous avez des exemples aussi à travers certains départements ministériels qui devraient se réjouir aujourd'hui de leur numérisation. Vous avez par exemple la carte Chifa pour la CNAS et la CASNOS. Vous avez la numérisation des documents administratifs au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales. Et ça a commencé par le passeport biométrique. Et on s'en souvient, il y avait même de la résistance par rapport au passeport biométrique. Vous avez le ministère de la Justice par rapport justement au casier judiciaire. Donc il y a des exemples qui sont aujourd'hui existants et qui sont réussis. Vous avez aussi la plateforme d'inscription à l'université annuellement pour les lauréats au baccalauréat ou les bacheliers, les nouveaux bacheliers. Donc il y a des expériences qui sont réussies. Il faudrait s'en inspirer pour les généraliser parce qu'on a tendance à penser qu'il y a zéro. Oui. Qu'on part de rien, alors qu'il y a quand même du potentiel qui a été mis en place. Et la carte Chifa, ça remonte quand même presque à 20 ans. Hein. D'ailleurs, une des résolutions qui venait de cette expérience de digitalisation au ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'était la création de directions de modernisation dans chaque ministère, qui est une sorte de PMO, d'un manager de projet pour pouvoir digitaliser tous les processus administratifs. On parlait du bracelet biométrique. Voilà. Et à un moment donné, il faut savoir que le processus de digitalisation, il est long, surtout dans une administration publique. Mais par contre, il faut mettre en place puis aussi ce qu'on appelle des exemples et les faire fonctionner et les généraliser à un moment donné. Mais il faut... Le fichier d'état civil, oui, exactement, c'est un exemple. Exactement. Mais la deuxième des choses, c'est que... Même si au niveau de l'école, on continue à demander des documents administratifs à chaque rentrée scolaire. Oui, mais à un moment donné, il va falloir aussi accompagner ce processus par des entreprises, parce que ça ne sert à rien de digitaliser un processus en interne pour se mettre juste en interne, parce que les gens partent et disparaissent à un moment donné. Et quand on capitalise autour de ces logiciels-là, ce sont des logiciels qu'on construit from scratch à l'intérieur, et à ce moment-là, si on fait accompagner par des entreprises qui puissent maintenir ces logiciels, mettre en place, on construit des produits exportables aussi, on construit des produits qui durent dans le temps, qui sont maintenus, qui ne disparaissent pas par la disparition des personnes. Et ça, c'est très important. On a vu des dépendances qui sont des dépendances par rapport à certaines personnes. Dès qu'ils disparaissent, ils sont tellement importants que ce système ne fonctionne pas. Donc, il va falloir réfléchir à ce genre de situation où on travaille étroitement, les administrations travaillent avec les entreprises qui sont spécialisées dans les développements pour pouvoir développer des produits en interne. Et encore une fois, il ne faut pas comprendre entre une... C'est des prestations de services. C'est des prestations de services externalisées parce que en Europe, le même principe que le transport, la restauration. En Europe, l'écosystème numérique a réussi parce que cette charge-là a été sous-traitée et ont créé des des champions dans le numérique qui ont exporté ces produits, qui sont devenus des entreprises puissantes à travers le monde. La Silicon Valley, aux États-Unis. Pour ne pas aller... 30% d'Algériens qui sont là-bas. Ce qui se fait. Donc aujourd'hui, le développement de contenu doit passer par des processus de digitalisation et à ne pas confondre entre une gestion électronique de documents et une gestion de contenu.
Et le contenu, c'est ça la différence, c'est que scanner un document, c'est bien, mais l'archiver, exploiter les données à l'intérieur, pour pouvoir analyser, pour pouvoir avoir des statistiques, pour pouvoir avoir des outils décisionnels, pour agir là où il le faut, quand il le faut, avec les moyens qu'il le faut, il nous faut de la corrélation de données. Et ça, c'est à travers la numérisation des données existantes, que ce soit du passé ou de ce qui venait. Mais justement, quand on parle de leur sécurisation et de leur protection, il faut impérativement développer le point DZ partout. Le point Parce des que Z, maintenant, on sait qu'on est espionné. le point des Z est un premier acte de souveraineté numérique en termes de positionnement de tout ce qui est contenu à l'intérieur. La deuxième des choses, vous parlez de DZ. Même un système intra-entreprise. Oui, vous parlez de DZ, mais je vais vous dire, qui n'a pas d'adresse email? Il y a des milliards d'individus à travers le monde, tout le monde a une adresse email. Et aujourd'hui, juste le fait d'avoir On a tous des Gmail, son des device Yahoo, ouais. vous oblige à créer un Hotmail. iCloud, un Gmail, OCC. Et aujourd'hui, on demande aux Algériens de pouvoir avoir des adresses email locales. Il y a des C'est au milieu plateformes. d'entreprise que là, cela pourrait se faire. Exactement. Et la collaboration, c'est un minimum. Échanger des emails est un minimum à mettre en place. Et là, je pense que la souveraineté commence par des gestes simples. Il faut le préciser par rapport à certains secteurs qui sont extrêmement névralgiques. Vous avez la présidence de la République, vous avez le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, où cela doit concerner tout le monde, y compris la presse, parce que même la presse, elle est espionnée, et on l'a vu avec le scandale Pegasus. Alors, il y a suffisamment de maturité au niveau des institutions publiques, notamment la présidence, la Défense nationale, pour avoir eu le propre système. Et ça, ils ont des longueurs d'avance là par rapport à ça. Aux autres de suivre maintenant. Et aux autres de suivre, parce qu'ils donnent toujours l'exemple. Ils avancent sur ça, ils donnent sur l'exemple. Et on ne fait pas de la messagerie depuis hier, on le fait depuis plus d'une vingtaine d'années ou 25 ans. Même la présidente tweet maintenant. Donc, les outils digitaux sont déjà ancrés dans ces institutions-là. Aux autres de suivre. Le président de la République donne toujours l'exemple. Et à chaque fois qu'il donne l'exemple, il le fait d'une manière pratique. Donc, les gens n'arrivent pas à suivre. Cette fois-ci, il l'a fait en tapant sur la table. Et moi, c'est une musique... De gré ou de force, on ira vers la numérisation. Il nous a fait un grand bond en avant. Et j'espère que ça va booster. Ça va booster un peu les choses. Alors, bien sûr, on a parlé de la nécessité aujourd'hui par rapport à cette numérisation au niveau de l'administration, c'est de supprimer le papier. C'est le même principe, par exemple, pour le cash. Ceci ne pourrait aboutir sans le paiement électronique. Et là, nous avons aussi du retard. Oui. Alors, malheureusement, nous avons... Même si pour le e-commerce, certains ont trouvé le moyen de contourner, c'est-à-dire le paiement électronique par le paiement à la réception du produit. Alors, et on le fait tous, hein, nous maintenant. n'avons pas accusé des retards en termes de plateforme, de technologie. Elle est là, elle existe. Nous avons accusé un problème d'adoption. C'est tout ce qui fait la différence. Et c'est un problème culturel. Et aujourd'hui, c'est de la résistance au changement aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle l'économie parallèle. Vous avez parlé de e-commerce. E-commerce ne veut pas dire e-payment. Oui. Donc, et le niveau de bancarisation, il faut le reconnaître, est très faible actuellement. C'est parce qu'il y a une grande circulation du cash. Ce que les gens payent et les gens ne payent pas, ne mettent pas leur argent au niveau des banques. Il est énorme. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir traiter le problème d'une manière culturelle. C'est des questions aussi de sécurité nationale. Exactement. Et en plus que ça, c'est d'aller vers des mesures qui sont attractives par rapport aux commerçants et aussi par rapport à celui qui paye. Consentir peut-être pour une première année de la gratuité. Gratuité, suppression de taxes. Une remise de 10% ou de 5% ou 1% pour le consommateur. On peut le faire gratuitement le premier temps. Il y a des mesures attractives, mais je pense qu'il y a un phénomène d'adoption. Là, on commence à voir les entreprises publiques qui adhèrent, parce qu'à un moment donné, même les entreprises publiques n'y adhéraient pas. Donc, on commence à voir un peu les signatures des conventions un peu partout, avec les banques pour pouvoir... On l'a vu, la dernière avec le ministère de l'Habitat pour les paiements des redevances de l'ADL. Alors qu'on aurait pu le faire depuis longtemps. Demain, il y aura la journée d'information. Je pense qu'il va y avoir des conventions avec Algérie Télécom pour la signature, l'adoption du numérique, les paiements électroniques. Donc, la signature électronique. Voilà, la signature électronique aussi, qui est un facteur important, pour pouvoir, surtout sur la partie commerciale, parce qu'elle existe sur la partie publique, la partie commerciale n'est pas encore mise en service. Et là, ça pourrait metêtre en place... Et pourtant, on en parle depuis quelques années déjà. Pour la signature électronique, on a déjà légiféré. Les grands facturiers doivent le faire. On parle des secteurs des secteurs de services tertiaires, on parle des services de banque assurance. Tout ça, c'est des grands facturiers qui peuvent aller très rapidement sur la signature électronique. Et là, c'est important de pouvoir... C'est des processus de digitalisation qui vont nous donner un bond énorme dans le futur très proche. Alors, vous avez cette question de l'auditeur par rapport à la signature électronique, Monsieur Jawad Salim Allel. Alors, la signature numérique est-elle falsifiable? Est-ce qu'on peut avoir des documents officiels avec une fausse signature? Par exemple,
Monsieur Jawad Salim Alel, notamment en ce qui concerne les documents d'état civil délivrés par le ministère de l'Intérieur ou ceux du ministère de la Justice. Alors, je vais répondre d'une manière très simplifiée. S'il était aussi falsifiable, il n'y aurait pas une autorité de certification électronique sous l'égide de l'État. Il n'y aurait pas eu tout un processus de certification sur la partie sécurité. Et aujourd'hui, les missions des certificats électroniques sont normées et sont contrôlées par l'État. Et bien sûr, à un moment donné, tout le monde peut falsifier quand il imprime un document, il le remet en place. Mais quand on imprime, il n'est plus électronique le document. Donc il y a l'horodatage, il y a des références, il y a la certification racine, c'est très 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 compliqué, voire impossible de le faire, de pouvoir un peu mettre en doute une signature électronique. Mais parfois c'est mis en doute par l'administration elle-même. Vous retirez un document du ministère de la Justice qui est refusé par exemple au niveau du commerce. Je donne un exemple, sans pour autant incriminer le ministère du Commerce, ou ça peut être refusé par le ministère des TIC parce que vous avez un agent qui vous dit « moi je ne reconnais pas la signature électronique ». Ça arrive souvent. Mais ça arrive en ce moment, parce qu'aujourd'hui, les administrations sont passées aux signatures électroniques. Et comme les gens sont habitués à un document avec un cachet et une signature, derrière, ils reçoivent un document qui n'est ni cacheté ni ceci, mais dit c'est déjà signé électroniquement, ils le remettent en cause. Et là, c'est une question de culture. Et là, il faut des gens de poigne qui tapent sur la table et disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que sinon, il faut juste appeler le ministère de la Justice quand il avait ça auparavant et comment il a fait ce processus. Et on a l'expérience par rapport à ça, on l'a. Et il faut des hommes de poigne qui tapent sur la table, non c'est comme ça et ça sera comme ça. Parce que le changement... C'était pareil pour la carte Chifa. Certains pharmaciens l'ont refusée. Maintenant, elle est admise par tout le monde. La résistance au changement, c'est une nature humaine. Et il va falloir mettre en place des processus de telle façon à outrepasser cette résistance humaine. Légiférer Et donner... Sanctionner toute il faut des gens forts. ce résistant. Et il faut des gens forts pour le faire. C'est comme ça et ça se fera. De gré ou de force. De gré ou de force. Alors, vous avez autre question? Data center, il faut commencer par là aussi. Ah, oui. L'infrastructure, pas que le data center, toute l'infrastructure. Et aujourd'hui, il y a des opérateurs qui font un travail extraordinaire de telle façon à mettre en place, à améliorer la connectivité, parce que l'inclusion numérique, c'est aussi la connectivité chez soi, c'est aussi la bonne connectivité, et aussi des infrastructures d'accueil. On voit des data centers qui sont en train de se créer, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et il va falloir aussi encourager davantage l'investissement, parce qu'il n'y a pas que des data centers centralisés, il faut avoir des data centers dans toutes les wilayas, dans toutes les régions d'Algérie, parce que nous avons un pays continent qui pourra accueillir ces données-là, et nous sommes au début de la production de la donnée, parce que la donnée, quand elle commencera à être produite, la capacité actuelle ne sera pas suffisante, il va falloir quintupler, multiplier par 10 les infrastructures que nous avons. Mais il faut régler toutes les questions liées bien sûr au numérique aujourd'hui, parce que c'est du commerce international qui n'a pas de limite et qui n'a pas de frontières et qui est dans le virtuel, c'est-à-dire adapter la législation en matière par exemple de transfert des dividendes, comme cela se fait bien sûr au même principe que pour l'investissement, qu'il soit étranger ou national. Il faut régler ces questions impérativement pour ne pas être buté à une législation qui va tout freiner. Alors pas que ça. Nous avons un marché qui est trop régulé. Et nous avons... trop rigide aussi. Trop rigide et trop régulé. Aujourd'hui, je vais vous dire, la chaîne de valeur, je vous dis, la chaîne de valeur qui est celle, si vous achetez un équipement, les gens le considèrent comme étant un produit fini. Moi, je le considère comme étant une matière première. Parce qu'in fine, ils traitent un processus, une donnée, une mise en place pour un service. Et là, ce sont la matière première. Alors, il est positionné comme un importateur comme tout le monde. La deuxième des choses, les batteries de documentation qu'il faut mettre en place, avec la régulation, de tout ce qui est crypto, tout ce qui est ceci, je ne suis pas contre, nous ne sommes pas contre, l'écosystème n'est pas contre. Mais certains pays sont réticents à la crypto. En France, par exemple, ça a été rejeté. C'est pas de la crypto-monnaie, je parle de la crypto de la donnée pour pouvoir crypter de la sécurité. Je parlais de la crypto-monnaie. Il va falloir faciliter. Les processus doivent se faire en 2 ou 3 jours. C'est pas normal qu'on ramène des équipements, on attend 90 jours, 120 jours pour pouvoir les mettre en place si on veut aller très vite. On parle d'un écosystème spécifique justement aux start-up qui va être adopté pour leur permettre d'exporter leurs services. Alors, s'il vous plaît, à ne pas confondre entre start-up et acteurs du numérique. Parce qu'on peut avoir dans notre domaine du numérique des start-up.
Parce que le start-up, c'est transverse. Il peut être l'agriculture, il peut être tout. Donc je parle de l'écosystème, y compris l'écosystème numérique. Cette confusion existe actuellement dans l'esprit de tout le monde. Nous n'avons jamais eu une filière de numérique, des professionnels de numérique. Quand on dit il y a une chaîne de valeur, ça commence vers l'opérateur, les développeurs de logiciels, les intégrateurs. C'est un métier, les intégrateurs. Les distributeurs, c'est un métier. Les centres de formation dans la technologie, tout ce qui est développement de tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est intelligence. Ce sont un écosystème, c'est une filière. C'est le bras armé de la digitalisation. Et cet écosystème qu'il va falloir aujourd'hui mettre en place et le mettre sous une tutelle ou bien sous une filière et pouvoir mettre en place une feuille de route. Parce que autrement, on ne pourra pas avancer sur ce processus. Mais cet écosystème, dans l'étape actuelle, n'est pas attractif. Par exemple, si on prend l'exemple par rapport à la résistance au changement, si demain, nous avons Amazon qui investit le marché, ça va balayer certaines entreprises qui sont existantes. Est-ce que c'est ça qu'on craint aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle on essaye de préserver notre tissu existant. Alors Amazon, c'est deux plateformes. Une pour le commerce électronique, donc c'est pour la partie métier de la vente en ligne. Et c'est des milliards qui sont engrangés par Amazon. La deuxième, c'est le cloud en lui-même, donc aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut ouvrir, parce que même s'il faut qu'on protège l'écosystème, moi, je pense que la compétition se mettra en place. C'est le même principe que pour le Amazon commerce. Cloud, quand il viendra, ça restera toujours un cloud américain. Et donc, le Cloud Act qui se trouve aux États-Unis, quel que soit X, si demain on veut vos données, on les aura. Donc, il ne faut pas confondre entre les clouds qui sont 100% locaux, qui sont des clouds souverains, et les clouds qu'on veut investir. Au contraire, la compétition, il faut ouvrir. Au Moyen-Orient, ça n'empêche pas d'avoir des Amazon Web Services, des Oracle Platform, etc. Et là, un écosystème de numérique. Il ne faut pas aujourd'hui... Moi, je pense que l'économie protectionniste n'est pas une bonne chose. À partir du moment où, si on arrive à mettre en place des infrastructures et d'attirer les grands chez nous, ça va booster l'innovation locale. Et ça va booster tout l'écosystème, y compris la bourse, puisque c'est un produit, c'est un service qui est en bourse actuellement, et il a un chiffre d'affaires pour 2022 déjà, à la clôture, équivalent à 470 milliards de dollars, et bien sûr avec 11 500 000 produits qui sont vendus par minute. Oui. C'est pas par l'année, c'est pas par an, ou c'est pas par jour, ou c'est pas par mois. Encore Voilà. une fois, les chiffres sont incroyables dans le numérique. Donc, pour peu qu'on les adopte et qu'on... Zuckerberg est devenu riche, alors qu'il ne l'était pas. Et aujourd'hui, nous avons des exemples de réussite. Les Algériens, quand ils vont au Moyen-Orient, ils réussissent très bien. Les ingénieurs, quand ils partent d'ici, ils sont numéro 1 ailleurs. Donc aujourd'hui, si on veut faire cet ancrage, parce que c'est important, je le rappelle et je Bill le signale, Gates aussi. nous souffrons beaucoup de la fuite de ressources humaines. Et Nous les formons et nous laissons et ça partir. nous coûte énormément. On est Donc, devenu une pépinière de formation pour les autres. En absence de projets structurants. En absence de projets dans l'intelligence artificielle, dans le métaverse, parce qu'il faut un marché. C'est bien de développer, mais s'il n'y a pas de marché, comment on va le faire? Les ingénieurs qu'on forme dans les élites vont partir parce qu'ils vont s'ennuyer. On ne peut rien contre l'ennui. Il faut des projets structurants pour pouvoir permettre à notre ressource humaine de pouvoir rester stable. Nos sociétés aujourd'hui souffrent de la fuite du turnover des ingénieurs. Pourquoi? Parce que notre ennemi, notre compétiteur numéro 1, c'est pas la compétition directe qui est avec nous, c'est beaucoup plus l'étranger. Et à chaque fois qu'on forme un ingénieur, après 6 mois, il est parti. Il n'y a pas que nous, tout le monde fait tout le même constat. Ils ont aussi des offres d'installation qui sont très alléchantes par les pays occidentaux. Ils sont payés en euros, ils sont multipliés, le cadre, etc. On n'y peut rien contre cette compétition. En absence de projet. Notre écosystème, qui est la filière des TIC, je rappelle, des technologies de l'information et de communication, c'était le bras armé de la numérisation, parce que c'est le premier qui est offrant de ça, a beaucoup souffert ces dernières années. Elle a régressé. Les entreprises qui ont 20 ans d'âge, 25 ans d'âge, qui devraient être des entreprises avec des 1000 personnes, 1500 personnes, ont réduit leur effectif. Et aujourd'hui, il va falloir un peu reprendre ces entreprises et leur dire merci aussi, parce qu'à un moment donné, ils ont résisté. C'est eux qui ont fait la justice, c'est eux qui ont fait le ministère de l'Intérieur, c'est eux ils ont fait la CNAS, c'est eux qui ont fait tout ça. Et on ne les remercierait pas suffisamment pour avoir tenu le flambeau et être, malgré vents et marées, toujours ici et toujours disponible. Et ils l'ont fait depuis quelques années déjà. Il faut poursuivre un peu ces efforts qui sont en train d'être engagés actuellement, puisque je me souviens, moi, du lancement déjà du passeport biométrique. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui dit, il n'y a pas qu'Amazon, il y a aussi
aussi le géant chinois du commerce par Internet, c'est-à-dire Alibaba, qui a engrangé l'équivalent de 205 milliards de yuan. Et les exemples sont très très nombreux, on ne cessera pas de les citer. Et c'est devenu des géants à travers le monde. Ils arrivent même à concurrencer les grandes firmes pétrolières existantes à travers le monde. Alors aujourd'hui, autre question, il faut accélérer la cadence, on n'a plus le droit à l'erreur, puisque même le président de la République, il a tapé sur la table, il a dit de gré ou de force, nous allons aller vers la numérisation. Les enjeux sont trop importants. Écoutez, ne pas accompagner, ne pas suivre cette cadence, on risque d'être à la traîne. L'écosystème des TIC, à travers les opérateurs, les clouders et les développeurs et les intégrateurs sont là. Ils ne demandent qu'à travailler. À un moment donné, on n'a plus besoin d'attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir de l'infrastructure. L'infrastructure, elle est sur cloud, c'est mise en place. Il faut aller vers les clouds, il faut aller d'une méthode agile, il faut sauter le pas, il faut des quick wins, il faut rapidement mettre en place des process, il faut vraiment des méthodes agiles pour le faire. Il ne faut pas attendre à mettre en place un projet structurant pendant une année, réfléchir, mise en place. Des quick wins très rapides qui permettent d'avoir une visibilité et qui permettent d'aller avancer pas à pas. Et c'est la méthode agile qu'ils vont mettre en place. La méthode agile, elle est importante à mettre en place pour aller très vite dans la digitalisation. Aller pas à pas, est-ce qu'il faudrait aussi identifier les priorités? Commencer par les priorités et puis prendre les aspects annexes. Les priorités sont déjà claires chez les gens, parce que la première des choses, c'est le service aux citoyens. Le service doit être important. C'est là où on collecte de la donnée, c'est là où on prend de la donnée. Il est au centre d'intérêt. Il est au centre d'intérêt. Il faut que ça ne soit pas uniquement centralisé, il faut que ça soit décentralisé aussi. Il faut que ça soit toutes les organismes, toutes les wilayas jouent le même jeu à partir de là. Donc collecter la donnée, mettre en place, structurer la donnée. La gouvernance a besoin de chiffres clairs pour pouvoir gérer l'immédiat et le futur. Les statistiques, c'est devenu primordial. C'est un outil d'aide à la décision. Il y a un adage qui dit garbage in, garbage out, c'est-à-dire mauvaise entrée, mauvaise sortie, mauvaise décision. Et les chiffres sont têtus, ils ne mentent pas. Exactement. Numbers never lie. C'est-à-dire à partir de son bureau, le président de la République peut savoir combien on a échangé avec le monde instantanément. Alors vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit, sincèrement la réalité est autre sur le terrain, on ne voit pas la transformation numérique ni au marché, ni au niveau des supérettes, ni au niveau des pompes d'essence, même s'ils ont commencé à généraliser ou ils ont lancé la généralisation du paiement par carte, bien sûr, des prestations au niveau des pompes à essence, et aussi dans les services en général. Il faut que ce soit visible. Oui, mais payer avec sa carte au niveau, par exemple. Là, on parle de service de l'acte marchand. Donc, oui. Le service de l'acte marchand aujourd'hui, il faut des mesures attractives qui puissent permettre les gens de pouvoir adopter le paiement électronique. C'est vraiment quelque chose qui est important, c'est culturel et social. Sachant que le commerce e-commerce, comme on a un pays vaste, c'est un commerce qui permet de développer les régions, l'ancrage humain, qui permet de pouvoir demander à un artisan, à Taman al-Assad, de vendre à Alger. Ça, c'est important parce qu'il développe toutes les régions. Là. Le paiement électronique permet cette mobilité. Donc, aujourd'hui, et création d'emplois aussi, ça va. Énormément d'emplois. Le développement humain, l'ancrage humain, le développement régional, le développement local. Il y a certaines activités qui vont émerger. Tout ça pourrait permettre un peu cette commerce électronique. Il ne reste plus qu'à changer, bien sûr, les mentalités. Alors, les gens ne mettent pas leur argent dans les banques parce qu'ils ont trouvé une brèche pour faire circuler leur argent via les entreprises de messagerie privée qui poussent comme des champignons. Le même principe aussi que pour, bien sûr, les promotions immobilières. Ça peut s'apparenter aussi à une sorte de blanchiment d'argent. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question? Si j'étais utilisateur, on me disait tu as 10% de remise dans le cas où tu achètes par carte. Je pense que je ne sortirai pas de l'argent de l'espèce, je paierai par carte. Deuxième des choses. Et si j'étais aussi un commerçant en me disant vous allez avoir un crédit d'impôt si vous payez tous les paiements électroniques pendant 1 année ou 2 ans, ou vous allez avoir des facilitations, j'adopterai. Encore une fois, on parle d'adoption et on parle de pouvoir. Parce que tout le monde peut trouver une excuse à dire je ne peux pas payer électroniquement. Mais est-ce qu'on peut trouver la bonne carotte pour que tout le monde y adhère ? Et ça, je parle toujours du consensus, mais trouver des solutions à mettre en place pour que ça soit attractif. Alors, par rapport à la question de souveraineté, il faut avoir une boucle locale également pour préserver les données au niveau local, ne plus être dépendant de l'extérieur, c'est-à-dire que nos données partent du côté de Marseille pour revenir encore une fois en Algérie. Là, on s'expose au danger.
Là, c'est important, mais il faut savoir que nous avons un backbone local, très gros backbone local. On a des grosses capacités. Et on couvre tout le territoire national. Et aujourd'hui, le point des aides, cette plateforme-là, le contenu local, les data centers, les clouds sont très importants pour pouvoir avoir cette boucle locale. Il faut l'auditeur dit des bureaux de change de devises. Comme ça, on va éliminer, bien sûr, le cash. Et c'est en voie actuellement avec l'adoption de la loi sur la monnaie et le crédit qui est actuellement au niveau de l'APN. Alors, on dit, on a supprimé le stylo avec l'imprimante, mais il existe toujours. Moi, j'ai toujours un stylo entre les doigts. Les bons réflexes, c'est toujours à partir du stylo. Il y a des gens qui notent, il y a des gens qui faute. Mais on peut avoir le mix. Hein, on peut avoir le mix, mais aujourd'hui, on peut ne pas avoir le tout digital. Mais ce qui est important, mais je lis mes questions sur Internet, avec celles des auditeurs. C'est l'outil décisionnel à travers de la donnée. Donc ça, c'est le plus important. Et le service au client à travers le digital. Moi, le bien-être du citoyen est important. Et ce bien-être, il faut qu'il soit, lui, le centre d'intérêt. Et le digital offre cette possibilité. Et le décideur doit avoir ces données pour pouvoir prendre les décisions nécessaires et éviter les crises, les pénuries, et prendre les décisions nécessaires de telle façon à avoir la quiétude dans le pays et le développement surtout. La cybersécurité en milieu d'entreprise, c'est une question primordiale, au même titre qu'on a, c'est-à-dire le responsable de la sécurité physique. Il faut avoir aussi le responsable de la sécurité numérique, rapidement. Je pense que ça a été instauré au niveau du ministère de la Défense. Je pense qu'ils sont très conscients de cela. Il faut les situer au niveau de toutes les entreprises. Toutes les entreprises aussi. Il doit y avoir des veilles, il doit y avoir des normes, il doit être audité, tout le monde doit répondre au cahier des charges de la sécurité, cybersécurité. Monsieur Jawad Salim Alen, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.